Bonjour et bienvenue dans le podcast Objectif Client. Je suis Agathe Curis, consultante en stratégie chez Anomia, le cabinet de conseil exclusivement dédié aux avocats. Au cours de nos différentes missions de conseil, nous avons constaté que les avocats gagneraient à davantage connaître leurs clients et leurs attentes. C'est pourquoi nous avons créé ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'interviewer Émilie Lemapian, responsable juridique de la Fondation Giacometti. Bonne écoute à tous. Bonjour Émilie, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation à participer à ce podcast. Alors Émilie, tu es responsable des affaires juridiques à la Fondation Giacometti. Est-ce que dans un premier temps, tu peux nous parler un petit peu de la Fondation et de son utilité ? Bien sûr, la Fondation Giacometti a été créée en 2003 et elle a reçu son utilité publique, sa reconnaissance d'utilité publique en décembre 2003. Ses missions sont de protéger, de diffuser et de faire rayonner l'œuvre d'Alberto Giacometti. Donc on organise des expositions, on fait de la lutte contre la contrefaçon évidemment, de la valorisation de droits d'auteur, des publications, des conférences, ce genre de choses. Très bien, donc vous avez un lieu où vous organisez tous ces différents événements ? Le lieu n'était pas consubstantiel à la Fondation. Elle a commencé pendant ses plus de 10 premières années à travailler sans lieu, donc en partenariat avec des musées auxquels elle prêtait les œuvres de sa collection et avec qui elle co-organisait les expositions. Depuis 2018, elle dispose d'un lieu d'exposition qui est l'Institut Giacometti près de Montparnasse, à Denfert-Rochereau. Et il a été acquis en 2015 et puis s'en sont suivis plusieurs années de travaux. Okay. Et aujourd'hui, nous y organisons des expositions, 4 par an, des expositions thématiques. Le lieu est petit, donc les sujets sont en général très ciblés et pointus. Très bien. Et pour ce qui est plutôt de la forme d'une fondation, est-ce que peut-être tu peux expliquer un petit peu mieux la particularité d'une fondation et du fonctionnement d'une fondation ? Alors, je peux y répondre de manière historique et particulière à Giacometti, puisque l'existence d'une fondation d'utilité publique correspond au choix de la veuve de Giacometti. Lui, évidemment, c'était un artiste, voilà, comme on peut en dresser parfois le cliché. Il n'avait cure des questions juridiques et administratives. Sa veuve, en revanche, bien avant sa mort, avait décidé de structurer la succession. Elle voulait une fondation d'utilité publique. À l'époque où elle l'a décidé, dans les années 80, c'était très difficile d'obtenir l'agrément ministériel et la reconnaissance d'utilité publique. Donc elle a commencé par établir une association. Une association, et ensuite, jusqu'à sa mort, elle a travaillé à obtenir l'utilité publique. Il y a eu divers allers-retours avec les ministères. Les statuts ont été modifiés, etc. Et ça a continué après son décès. Et c'est donc seulement en 2003 que l'utilité publique a été obtenue. Très bien. Et Giacometti, c'est un artiste italien ? Il est suisse italophone. Ok. Suisse italophone, germanophone et francophone. D'accord. Et sa veuve est française ? Elle était suisse également. Elle était suisse également. Et donc pourquoi la fondation à Paris et pas en Suisse ? Eh bien, parce que Giacometti, comme beaucoup d'artistes de la période moderne, début du XXe siècle, est venu s'installer à Paris, où la vie culturelle et artistique était plus foisonnante qu'ailleurs, et où beaucoup d'artistes étrangers venaient s'établir. Il y a passé ensuite sa vie. Ok, très bien. Merci pour ces éclaircissements. Alors toi, en tant que responsable des affaires juridiques dans la Fondation, de quoi es-tu en charge ? Parce que peut-être que pour certaines personnes qui nous écoutent, c'est moins évident le lien entre droit et art. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Alors mon poste a évolué. Schématiquement, il y a eu 2 périodes. J'ai été recrutée en tant que pour gérer les droits d'auteur. Donc mon poste à l'origine était ciblé sur le droit d'auteur. L'idée était de mettre en œuvre la part de droits d'auteur dont dispose la Fondation dans la succession d'Alberto Giacometti, puisque c'est une succession en indivision. Nous ne sommes pas la seule, la Fondation n'est pas la seule héritière. Okay. Il y a d'autres héritiers avec lesquels nous partageons nos droits en indivision. Donc ma première mission était de mettre en œuvre les droits d'auteur de la Fondation Giacometti, c'est-à-dire de faire une traduction juridique des exigences morales de la succession
de mettre en place le système d'octroi des licences, qui est en fait un système contractuel. Mais dans la mesure où il y avait un important volume de licences, il fallait mettre en place une structure, des principes généraux et des matrices qui devaient ensuite rouler. Dans cette première partie aussi de mon poste, je m'occupais du suivi des procédures en contrefaçon. Donc de la recherche des éléments de fait pour alimenter le dossier avec nos avocats, de faire le lien en permanence avec les avocats, notamment pour la préparation, la relecture des conclusions. Et cette veille, j'allais dire, sur surveiller qu'il n'y ait pas de contrefaçon, comment vous faites ça? Ça doit être c'est sans fin. Ouais. à la rigueur, je peux en reparler tout à l'heure, puisque c'est un poste que je considère comme indépendant du suivi des procédures. Okay. Dans le suivi des procédures, je fais aussi donc, le lien avec les avocats d'un côté, et puis de l'autre côté, le conseil à la direction sur la stratégie procédurale. D'accord. Dans la partie droit d'auteur de mon poste aussi, il y a la gestion du précontentieux avec le comité Giacometti. Puisque la fondation fait un service d'authentification et elle reçoit donc les œuvres dont les propriétaires pensent ou espèrent qu'elles soient d'Alberto Giacometti et qu'elles soient originales, bien sûr. Tout ce travail produit un important précontentieux et qu'en général on gère sans recours à avocat, puisque la Fondation a un discours aujourd'hui assez rodé, qu'on a des principes généraux qui permettent de répondre aux questions. En fait, on a notre propre jurisprudence. Qu'est-ce que tu appelles principes généraux? Alors, on s'est fait une sorte de somme de principes qu'on applique systématiquement à situations égales, qui ne sont pas légales en fait, puisque c'est nous qui avons produit notre propre politique. Par exemple, le comité Giacometti a pour politique de ne pas accepter d'œuvres à l'examen après la vente. On veut qu'une œuvre soit authentifiée avant d'être vendue. Okay. On n'accepte pas qu'un commissaire-priseur fasse passer en vente une œuvre de Giacometti avec un aléa sur l'authenticité. Il doit dissiper l'aléa avant la vente. Donc s'il choisit de vendre avant d'authentifier, on refuse la vente. Voilà. D'accord. Donc ce sont des principes qui ne sont pas posés par la loi, que nous avons créés nous-mêmes. Parce que vous avez un droit de regard, je dirais, sur toute œuvre de Giacometti qui est vendue? Alors, on a le droit d'auteur, on a le droit de reproduction, le droit d'exposition, mais surtout, le marché a besoin d'authentification. Donc, la plupart des commissaires-priseurs les plus sérieux, et puis les grandes maisons de vente, Christie's et Sotheby's, on n'a aucun problème avec elles. Elles ont tout à fait compris qu'elles ont besoin de certificats d'authenticité avec chaque œuvre de Giacometti qu'elles vendent. Donc, ça correspond plutôt à un besoin ou à un désir du marché. Qu'à un droit exclusif. D'accord, très bien. Alors, pour en revenir à la question sur la veille contre les contrefaçons, il y a plusieurs types de contrefaçons et je les traite évidemment différemment. Celles auxquelles on accorde le plus d'attention sont évidemment les contrefaçons qui sont vendues dans les hôtels de vente et par les commissaires-priseurs. Ça, pour nous, c'est grave. On les recherche et évidemment on en demande le retrait auprès du commissaire-priseur. C'est ce que j'appelle aussi, ça fait partie pour moi du précontentieux du comité d'authentification, puisque certains retirent tout de suite le lot et nous remercient même de leur avoir signalé. Voilà. D'autres développent des arguments qui sont souvent totalement dénués de sens juridiquement. À savoir que s'ils indiquent dans la notice de l'œuvre que c'est une copie, ils peuvent la vendre. Puisqu'ils sont loyaux dans la description de l'objet. Attention, ce n'est pas un original. Mais enfin, disons que vendre une contrefaçon n'est pas légal, même quand on dit que c'est une contrefaçon, en fait. Donc, voilà, des arguments de ce genre-là. Ou alors, parfois, on me dit, oui, mais regardez, la structure ne fait pas exactement les mêmes mesures que l'original. Les mêmes dimensions. Donc, il faut faire une pédagogie parfois lourde. Et est-ce qu'il y a certaines œuvres sur lesquelles le doute persiste? Alors, ça arrive. C'est tout de même assez rare. Mais ça nous arrive tout de même, peut-être... Enfin, j'ai quelques cas en tête.
Dans ces cas-là, le comité rend un avis de doute et d'incertitude. Il dit que pour l'instant, rien ne permet ni d'affirmer, ni de nier l'authenticité, et que le comité se prononcera plus clairement si d'autres éléments sont apportés plus tard. Évidemment, on évite au maximum de délivrer ce genre d'avis, puisque c'est inutile et c'est frustrant pour le demandeur. Et dans ces cas-là, l'œuf peut quand même être vendu du coup de manière libre quand il y a un doute comme ça. Dans ces cas-là, on laisse effectivement le propriétaire disposer de son œuvre, y compris la vendre, pourvu qu'il soit loyal dans la présentation de son œuvre, qu'il ne la présente pas comme une authentique, et surtout pas comme une authentique certifiée par le comité, parce que parfois on se heurte à beaucoup de mauvaise foi, et même pour une œuvre qui a fait l'objet d'un avis d'incertitude ou de doute, on peut lire parfois des notices disant œuvre avec certificat, avec avis du comité Giacometti. Ah oui. Voilà. Donc là, c'est même de la contrefaçon de l'avis. Bah, quasiment, voilà, c'est de la fraude, c'est frauduleux. Oui, bien sûr. Donc on demande évidemment que l'avis soit toujours attaché à l'œuvre et que la présentation de l'œuvre soit sincère. Mais ça, pour le coup, c'est la reprise des principes légaux. Très bien. Donc là, tu nous as parlé de la première période, en fait. Voilà. En effet, on y revient. Donc ensuite, mon poste s'est étendu à tous les domaines juridiquement utiles. Et aujourd'hui, même si j'ai une grosse dominante en droit d'auteur, je suis plus généraliste. Donc la Fondation a beaucoup multiplié ses activités, évidemment, depuis l'ouverture du lieu d'exposition en 2018. Donc j'ai dû faire des recherches sur le cadre légal, les conditions à respecter, les obligations auxquelles il fallait satisfaire. J'ai fait beaucoup de rédaction de contrats. J'ai développé aussi le mécénat, donc il a fallu faire l'analyse du cadre fiscal de la Fondation. L'analyse du cadre fiscal parfois des mécènes aussi, puisque beaucoup étaient totalement novices en matière de mécénat, donc il fallait leur expliquer ce qu'ils pouvaient attendre du mécénat en termes fiscaux, et puis également comment ça fonctionne, c'est-à-dire que l'État, comme il fait quand même un cadeau fiscal aux mécènes, il exige une certaine transparence et le respect d'obligations de forme. Donc mécénat, rédaction de contrats, délivrance de reçus fiscaux, support juridique général aussi auprès des opérationnels, puisque maintenant que nous sommes en contact avec le public directement, mes collègues opérationnels me posent beaucoup de petites questions. Il s'est passé ci, comment fait-on? On m'a demandé ça, qu'est-ce que je réponds? Au fait, on fait un atelier avec des enfants, est-ce que tu peux me faire un formulaire sur le droit à l'image? Des choses comme ça qui sont assez diverses et qui pour le coup ne sont plus liées simplement au droit d'auteur. Je m'occupe aussi des conflits de toute nature. Surtout maintenant qu'on a un lieu au public, nous avons des problèmes de voisinage. Ce ne sont pas des problèmes de voisinage au sens strict. Le sol qu'on a eu est aujourd'hui réglé, mais sinon il y avait des problèmes immobiliers, des problèmes liés au chantier, de réhabilitation du lieu d'exposition. Donc ça, c'est aussi c'est totalement détaché du droit d'auteur. Il y a aussi une autre direction dans laquelle mes activités se sont développées, c'est le conseil auprès de la direction sur les questions statutaires. Voilà, donc sur le respect de nos statuts, leur éventuelle évolution, la relation avec les ministères de tutelle. Les ministères de tutelle. De tutelle, oui, puisque... Alors, une fondation, là je peux faire une digression à la rigueur sur ce que c'est qu'une fondation rapidement, si c'est dans le sujet. Tout à fait, oui. Donc une fondation, c'est l'affectation d'un patrimoine à une cause, mais c'est une affectation irréversible. C'est-à-dire que le donateur, la personne qui donne un patrimoine à la fondation, sait qu'il ne récupérera jamais ce patrimoine. Si la fondation se dissout, le patrimoine ira à une autre fondation qui a un objet équivalent. D'accord. Donc c'est quelque chose d'assez fort. Et une fondation qui est reconnue d'utilité publique par le gouvernement fait l'objet donc d'un décret du gouvernement qui a été passé en Conseil d'État. Donc elle bénéficie grâce à cela d'avantages fiscaux.
On est dispensé de TVA, les dons, les legs que nous pouvons recevoir sont défiscalisés. Et puis, on jouit aussi d'une sorte de prestige, une sorte de label de philanthropie, puisque nous sommes d'utilité publique, on peut présumer que l'action... Enfin, nous avons même, une obligation, en fait, de gestion désintéressée, non lucrative, et de recherche du bien commun et de l'utilité publique. Donc, pour nous, c'est ciblé sur Giacometti, mais c'est tout de même une utilité publique. Et donc, en contrepartie de ces avantages, et pour continuer à garantir ces qualités-là, nous avons dans notre conseil d'administration les représentants de 2 ministères. Okay. Donc, toutes les fondations d'utilité publique ont un représentant du ministère de l'Intérieur. Okay. C'est lui qui est en charge des fondations. D'accord. Plus un représentant de leur ministère, du ministère qui est lié à leur activité. Donc, pour nous, c'est le ministère de la Culture. Pour une fondation liée à l'environnement, ce sera le ministère de l'Environnement, etc. Très bien. Et Oui, pardon. Donc voilà ce que j'appelle les ministères de tutelle. Et cette relation, du coup, avec les ministères et la notion d'utilité publique fait que tu dois travailler aussi sur des aspects de droit public ou pas tellement ? Pas tellement. Je réfléchis, non, pas tellement en fait. Parce que finalement, les relations qu'on a avec nos ministères, sont vraiment ciblées sur nos statuts, la façon dont on peut faire vivre nos statuts, et donc ça c'est du droit privé. Très bien. Alors le droit public, le droit public avec lequel je suis en contact, c'est le droit fiscal dans le cadre du mécénat. Ok. Donc là, j'ai lu le BOFIP, pas mal en effet, pour en faire application à un autre cas particulier. Et sur tous ces différents sujets, du coup, est-ce que tu fais appel à des avocats ? Si oui, plutôt sur quelle matière ? Typiquement droit fiscal, vu que c'est assez technique, je suppose que tu dois peut-être travailler avec des cabinets... Alors, sur le mécénat, non, j'ai fait ça toute seule, puisque il n'y avait pas d'aspect contentieux. En revanche, nous avons fait une demande de dégrèvement auprès de l'administration fiscale il y a quelques années, puisque nous nous sommes aperçus que la fondation finalement payait trop d'impôts et qu'elle pouvait aspirer à un dégrèvement, à un abattement beaucoup plus important que ce qu'elle pratiquait. Donc nous avons fait une importante demande de dégrèvement que j'ai commencé à instruire seule. Et puis, l'administration a mis du temps à la traiter et on a fini par prendre un avocat. Okay. Qui a fait accélérer qui a fait accélérer la procédure et finalement on a obtenu notre dégrèvement. Très bien. Donc en fait l'avocat là a servi à prendre des contacts, il avait des numéros à appeler, il connaissait les gens, voilà, nous on avait déjà épuisé toutes nos facultés de rendez-vous et de relation directe avec l'administration fiscale. Lui, il a pris contact avec d'autres gens en plus. Donc, au bout d'un moment, on a obtenu notre dégrèvement et ça s'est bien passé au final. Et cet avocat, par exemple, comment tu l'as choisi quand tu t'es dit, ok, là, il faut qu'on fasse appel à un avocat? Alors là, je dois dire que c'est vraiment assez informel. C'est-à-dire que j'en ai parlé à une amie qui est elle-même avocate et qui m'a dit, alors, j'ai un ami qui fait du droit fiscal. Ok, voilà. Donc recommandation. Et qui me l'avait recommandé. Bouche à oreille. Très bien. Et hormis ce cas de figure, du coup, dans quel contexte fais-tu appel à des avocats ? Alors évidemment dans le contexte qui fait quand même le cœur de notre métier à la Fondation et du mien en particulier aux affaires juridiques, c'est le droit d'auteur et surtout le droit du marché de l'art. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart du temps, je gère le précontentieux toute seule. Je le conserve aussi longtemps que possible, parfois même alors que la partie adverse a déjà dégainé le courrier d'avocat, je continue à répondre quand notre position me paraît évidente et qu'en face c'est de la mauvaise foi, donc c'est relativement facile de répondre. En revanche, on transmet à l'avocat si il y en a un point de droit qui est un peu incertain ou s'il y a un aspect procédural, une menace procédurale. Dans ce cas, moi, je n'ai pas en l'état totalement confiance en mes connaissances procédurales. C'est vraiment le travail des avocats de savoir comment gérer l'aspect juridictionnel ou pré-juridictionnel.
Et puis, voilà, si l'adversaire s'annonce démesurément pugnace ou procédurier, là, on transmet à un avocat. Ok, donc tu fais plutôt appel à des avocats pour du contentieux et pas tellement pour du conseil. Alors, du conseil sur les sujets hors marché de l'art, par exemple en droit immobilier, dans le cadre de l'acquisition de l'Institut Giacometti, évidemment, et puis le contrat de maîtrise d'œuvre pour le chantier, tout cela. On était fort contents d'être accompagnés par des avocats, par un cabinet d'avocats. Il y a un cabinet aussi qui nous accompagne sur les questions statutaires, puisque moi, je réponds à la grosse partie des questions en interne, mais dès qu'il y a une petite recherche un peu plus précise à faire en jurisprudence ou tout simplement une connaissance du milieu, puisque poser une question à un cabinet d'avocats permet de bénéficier de l'expérience qu'il a eue avec d'autres clients, une expérience qui reste confidentielle, qui n'est pas publiée, que moi je ne peux pas trouver dans les ressources juridiques dont je dispose. Et donc là, c'est effectivement, on fait appel à un avocat. Okay. Sur les questions statutaires. Sur question du droit du marché de l'art, on fait aussi appel à un autre cabinet d'avocats. Donc, tu as tes cabinets avec qui tu travailles régulièrement. C'est ça, on en a 3-4. Donc, voilà, il y en a un pour les questions statutaires, un pour les questions immobilières, un pour les questions droit d'auteur, un pour les questions marché de l'art. Voilà. Et ces différents cabinets, comment tu les as trouvés? Comment tu as fait appel à eux? Alors, la fondation a un peu tâtonné. Et comme on a quand même des questions assez diverses, ça nous a permis, alors peut-être que les avocats n'apprécieraient pas ce terme, mais de papillonner un peu et de faire des infidélités pour tester la relation avec divers cabinets, divers avocats et voir avec qui ça se passait le mieux, ce qui nous a permis petit à petit de savoir ce qu'on apprécie et voilà. Et ceux même ceux avec qui tu as papillonné, mais ceux-là, tu les as trouvés comment? Ah, pardon. Alors, dans le droit du marché de l'art, c'est quand même assez évident. Parce que c'est un petit milieu. Ouais. Voilà, il y a le Journal des Arts. Le Journal des Arts, par exemple, avait fait un palmarès des avocats les plus en vue sur le marché de l'art. Et puis, moi-même, je fais partie d'un réseau professionnel avec des conférences, des déjeuners, voilà, on se retrouve régulièrement. Donc, un réseau spécifique en fait. Voilà. Un réseau spécifique au marché de l'art? Oui, Okay, au marché de l'art. Ouais. C'est quoi comme réseau? Alors, il y a une association très intéressante et très active qui s'appelle l'Institut Art et Droit. Voilà, qui organise des groupes de travail, des colloques, des déjeuners et divers moments scientifiques ou conviviaux qui sont vraiment très intéressants. Très bien. Et typiquement, dans ce réseau-là, il y a des avocats ou des interventions aussi peut-être d'avocats, de colloques, etc. Des avocats, des notaires. D'accord. Des collectionneurs, des galeristes, des commissaires-priseurs. Ok, donc c'est via ce réseau que tu as pu rencontrer les avocats en droit du marché de l'art avec lesquels tu travailles. Oui. Et quid des avocats en droit immobilier, droit d'auteur, etc. Alors ça, c'est plus... alors, parfois, on était tout simplement un avocat en droit d'auteur ou droit du marché de l'art nous en conseillait un autre, ou le notaire qui nous a accompagnés dans l'acquisition du lieu nous conseillait un avocat en droit de l'immobilier. C'était souvent quand même par recommandation, en réalité. Ou alors un des membres de notre conseil d'administration aussi. Ok. C'est arrivé à plusieurs reprises. Qu'un membre du conseil d'administration nous dise « Ah, contactez maître machin, je le connais bien, j'ai déjà travaillé avec lui. » Voilà. Très bien. Et globalement, lorsqu'on te recommande quelqu'un, quel est ton réflexe? Est-ce que directement tu l'appelles? Est-ce que tu vas faire des recherches d'abord des recherches, oui. Alors d'abord, le site internet, évidemment, voir comment se compose l'équipe. Donc typiquement, s'il n'y a pas de site internet, par exemple, c'est rédhibitoire? Non, mais ça demande de chercher, ça demande de chercher plus loin, c'est un peu dommage. Ça me paraît aujourd'hui indispensable d'avoir un site internet, même s'il n'est pas très fourni, même s'il n'y a pas... parce que c'est un travail en soi de publier des choses constamment, donc il ne s'agit pas de publier un vrai blog et de faire des publications régulières, mais au moins une petite biographie.
Très bien. Et alors, je fais d'autres recherches aussi sur les publications, voilà. On est toujours content de voir les publications des avocats qu'on envisage, même si les publications ne sont pas le cœur du métier des avocats. Donc on sait qu'un avocat qui ne publie pas, c'est peut-être juste qu'il consacre plus de temps encore à ses dossiers. Voilà, le temps passé à préparer une publication, c'est moins de temps sur les dossiers. Donc ça, on est tout à fait conscient de ça. Néanmoins, bon, c'est vrai que les publications, ça fait plaisir parce que ça donne une idée des convictions de l'avocat, de la façon dont il s'exprime aussi. Donc c'est une garantie d'expertise pour toi ? Oui, disons que c'est un indice d'expertise, oui. Ok. Oui. Et tu parles de publication seulement scientifique, je dirais, publication dans des revues juridiques, etc. Ou ça peut être des publications dans... Même sur LinkedIn. Ouais. Même sur LinkedIn. Non, parce que ce qui est intéressant aussi quand un avocat publie, je trouve, c'est que ça montre qu'il peut tenir un discours déconnecté, dissocié du fond des dossiers de ses clients, et un discours transversal. Parce que c'est passionnant de discuter avec des avocats parce qu'ils ont une expérience très riche. Ils ont une multitude de dossiers, des clients différents. Parfois, ils plaident dans un dossier pour l'un, dans le dossier, ils vont passer de l'autre côté. Donc, mais ils sont retenus par la confidentialité de leur dossier. Et je trouve toujours un peu frustrant un avocat qui me dit ça je peux pas en parler, je peux rien dire, alors qu'un avocat qui est capable quand même d'extraire du fond de ses dossiers les principes généraux, des expériences abstraites, je trouve ça intéressant. En fait, c'est stimulant tout simplement. Moi, j'aime bien pouvoir discuter un peu avec les avocats. Un peu, hein. On évite la gestion du temps des deux côtés, c'est un enjeu. Donc, finalement, cette notion, tu me disais, donc tu vas regarder le site internet, les publications, le LinkedIn, etc. Quels sont tes autres critères lorsque tu choisis un avocat, s'il y en a d'autres ? Oui. Oui, il y a toutes sortes de critères. Alors, il y a aussi, mine de rien, la bonne réputation sociale du cabinet dans le traitement des juristes, des collaborateurs. Voilà, ça, évidemment, on ne peut pas non plus savoir comment ça se passe dans un cabinet d'avocats, mais il y a quand même des réputations. Et puis, ça se sent, en fait, quand on a affaire à des collaborateurs qui sont... à l'aise et épanouie, ça se sent. Ok, en fait. Donc les cabinets... Et très vite, il y a une relation de complicité. Voilà, donc, les cabinets qui ont des réputations un petit peu border sur l'ambiance en interne, de facto, tu... Ouais, je n'aime pas ça. Tu oublies. Non, parce que je pense pas que... Il y a tout un discours pour dire que c'est quand même en maltraitant un peu les gens qu'on obtient des résultats, parce que ça les oblige à dépasser leurs limites, ce genre de choses. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Ça me va bien comme réponse. Ouais. donc cette réputation-là, d'autres choses encore ? Alors, la bonne réactivité. Parce que, mine de rien, relancer un avocat, c'est un peu décourageant. Et puis, ça fait un peu peur, en fait. Voilà, c'est ça, parce que la maîtrise du calendrier procédural, évidemment, c'est le travail de l'avocat. Mais même sur des questions qui ne sont pas liées à des prescriptions, moi, ça m'est arrivé de temps en temps de devoir relancer et ça n'inspire pas confiance, en fait. Et ça, typiquement, si tu dois trop relancer, c'est quelque chose qui va te décourager de continuer à travailler avec cet avocat à l'avenir. Oui, donner un nouveau dossier, oui. Oui, alors les autres critères, évidemment, mais ça c'est lié au type de dossier qu'on donne à nos avocats, c'est la capacité à faire des propositions innovantes. Et à débloquer des dossiers qui sont chez nous bloqués. On a quand même quelques-uns qui sont bloqués depuis des années et des années. Et donc, on est content quand un avocat nous fait des propositions qui sont innovantes et auxquelles nous, soit on n'y avait pas pensé, soit on ne les avait pas considérées comme faisables, alors que finalement, peut-être, en s'y prenant un peu différemment, on peut quand même le tenter, des choses comme ça. Très bien. Alors moi, de mon côté, j'apprécie aussi une rédaction synthétique et fluide. Voilà, chez les avocats, parfois, on a des effets de style un peu pompeux qu'on trouve dans les conclusions, mais parfois aussi,
dans les courriels, parfois il y a beaucoup de redondance, des retours en arrière, des choses comme ça. Moi, je préfère un style rapide, synthétique, un peu sobre, oui, voilà, efficace, sans effet de manche, sans effet de bavette. et puis, bon, alors, il y a autre chose aussi, c'est tout bête, mais la direction de la fondation Giacometti est assez féminine depuis le début. Et du coup, par contraste, il existe encore chez les avocats, chez certains avocats, quelque chose de très masculin, un positionnement physique un peu dominant, les effets, la voix de stentor, les grands effets de bras, un comportement un peu proche en fait, d'intimidation parfois un peu physique. Et ça, on ne veut pas du tout de ça pour défendre nos dossiers. On a déjà eu ça comme partie adverse, évidemment, jamais pour nous. On a déjà eu, pour défendre les parties adverses, alors on a eu un avocat qui parlait très très fort en coupant la parole, avec une espèce d'autorité un peu condescendante, il plastronnait vis-à-vis de son client en fait. Et puis nous, il pensait pouvoir nous intimider en nous coupant la parole, en nous parlant un petit peu de manière condescendante. Et finalement, il a accepté toutes nos conditions, tout en continuant à plastronner vis-à-vis du client. Donc c'était un peu ridicule et même pas efficace. Voilà. Mais ça existe encore, donc ça c'était il y a quelques années. Oui, on a l'impression que c'est la vieille école, mais finalement c'est un peu une attitude qui est... Il y en a quand même. Moi, franchement, j'en ai rencontré, oui, 2, 3, 4, ouais, c'est ça, des avocats qui sont quand même encore... qui correspondent un peu à l'image d'Épinal de l'homme notable. Voilà. Très bien. Donc, sobriété. Ça marche. Et donc ça, c'est pour un peu tes critères de choix et finalement la manière aussi dont t'aimes travailler avec les avocats, enfin la relation que t'entretiens avec eux. Est-ce que il y a des points un petit peu d'amélioration ou des choses peut-être dans la manière dont vous communiquez, etc., qui sont importants pour toi, qui pourraient être peut-être développés par certains avocats? Je réfléchis. Bon, évidemment, moi, j'apprécie quand je pose des questions un peu naïves à nos avocats, surtout à la relecture des conclusions, mais même dans la direction de la procédure. Bon, j'apprécie qu'ils prennent le temps de me répondre, même aux petits commentaires qui sont dans les conclusions, ce qui n'est pas toujours le cas. et donc, même si c'est 2 phrases ou 3 phrases, voilà, ça fait plaisir, parce que c'est aussi ce qui me permet, moi, de devenir plus précise et de m'enrichir. Non, en fait, la relation avec nos avocats est bonne. Alors sinon, effectivement, quelque chose qui peut être un peu décevant, c'est un avocat qui n'y croit pas, qui est un peu défaitiste, qui soupire un peu en disant « Oh là là, ça on va pas y arriver ». Ok, tu veux de la gagne, de la positivité. Pas forcément, parce que effectivement, il y a des dossiers impossibles, il y a des demandes déraisonnables. Et de mon côté aussi, il m'est arrivé de me réjouir quand l'avocat disait clairement ça, non. Parce que parfois, moi-même, je suis un peu prise entre le marteau et l'enclume, c'est-à-dire qu'on me demande d'obtenir des résultats, je dis que je n'y crois pas trop, et donc je suis contente quand l'avocat me donne des éléments et puis confirme ma réponse, quoi. Bon. Mais dans ce cas, on préfère une réponse franche. Non, ça, laissez tomber pour telle et telle raison. On n'a aucune chance en l'état du droit, en l'état de la jurisprudence. Très bien. Mais pas de réponse molle, un peu de... ça, ça ne m'avait pas trop... En termes de facturation, comment ça fonctionne avec les avocats avec lesquels tu travailles? Et qu'est-ce que tu préfères, toi, comme mode de facturation? Alors, on pratique les 2 systèmes. Le système à l'abonnement et puis le système à la facturation horaire. Finalement, le système à l'abonnement n'est pas si simple que ça, puisque d'abord, il est difficile de définir ce qui entre dans l'abonnement. Ok. Et puis, on se trouve
très vite dans la situation où on a besoin de quelque chose qui est hors abonnement, ce qui est désagréable pour nous, puisque prenant un abonnement, on avait l'impression qu'on aurait un forfait tout inclus. Oui. C'est un peu pénible pour l'avocat aussi, parce qu'il est obligé d'expliquer pourquoi ça, c'est pas dans l'abonnement. Finalement, ce n'est pas si facile. Ok. Voilà, à moins d'avoir des choses vraiment standardisées. Par exemple, donc ça, moi, je ne m'occupe pas des ressources humaines, mais en matière de ressources humaines, il me semble que les abonnements fonctionnent assez bien, puisqu'il y a pas mal de tout venant. Donc, il nous est arrivé d'avoir des abonnements, mais finalement, on pratique la plupart du temps la tarification horaire avec une facturation régulière. Alors, sur la facturation, on est un petit peu... c'est un petit peu ambigu. Parce qu'évidemment, on apprécie la transparence. Donc, on n'aime pas l'arrivée d'une facture avec 10 heures, temps. On aime bien savoir un petit peu quand même ce qui s'est passé pendant ces 10 heures. Mais d'un autre côté, on n'apprécie pas non plus que ce soit détaillé et valorisé comptablement chaque email envoyé, email lu, chaque quart d'heure au téléphone. Donc la transparence, oui, mais au bout d'un moment, on a l'impression que vraiment tout est payant. C'est sans doute vrai, et d'ailleurs c'est légitime. Le temps pour les avocats aussi, c'est de l'argent. Mais finalement, il vaut peut-être mieux mettre une rubrique globale, conversation téléphonique au pluriel, 2 heures. Et pas aller tout détailler. Plutôt que mettre conversation avec Émilie le mapiant le temps 10 minutes. Ça fait quand même bizarre. Même si finalement c'est de la transparence. Donc oui. Sur le principe, c'est vertueux. Mais l'effet produit, puis après quand je le passe au secrétariat général ou que la direction arrive, j'entends des récriminations. Ok, donc, trop de détails, tu le détailles. Donc voilà, c'est ça, trop de détails, nuit finalement. Qu'y a-t-il d'autre sur les... Oui, non, c'est ça, une présentation un peu synthétique des prestations. Par contre, moi j'aime bien savoir à quoi ça correspond. Et puis voilà, maintenant il y a des conventions d'honoraires préalables assez fréquemment. Très bien. Si je reviens un petit peu à la manière dont tu choisis les avocats, etc., est-ce qu'il t'arrive que des avocats viennent à toi, pour le coup, pour te proposer... Oui, effectivement, j'ai voulu le dire tout à l'heure, et puis dans le feu de la conversation, ça ne s'est pas développé. Mais pour tout ce qui est droit d'auteur et marché de l'art... Clairement, il y a quand même beaucoup d'avocats qui viennent me voir. Jamais pour me proposer leur service explicitement. C'est toujours sous-entendu, c'est mieux comme ça. Mais parfois, tout simplement, pour réseauter, pour boire un café, prendre un rendez-vous, se faire connaissance, parler un peu, échanger des expériences, échanger des convictions, des choses comme ça. Okay. Donc je discute avec beaucoup d'avocats avec lesquels je ne travaille pas pourtant, avec lesquels la fondation ne travaille pas, mais je sais qu'on pourra avoir recours à eux plus tard. Et puis certains de ceux avec qui nous travaillons actuellement, ça a commencé comme ça. Donc pour le cœur, vraiment le cœur de mon poste, le cœur droit d'auteur et marché de l'art de mon poste, ça s'est fait comme ça en fait. Ok, donc pour toi, c'est une bonne chose de la part des avocats de commencer à réseauter finalement auprès des cibles et des prospects qu'ils ont, de se placer discrètement. C'est une démarche long terme. Mais... Discrètement ou non, pas, parce que... Oui, non, mais... Alors, en fait, ce que je trouve inutile en revanche, c'est de proposer ces services, puisque c'est de toute façon sous-entendu. Oui. Et que c'est là que ça peut créer un peu d'embarras. Oui, en fait, il faut créer du lien. Mais et voilà, juste, à partir du moment où il y a du lien... Tu feras appel à eux si besoin est. Voilà, exactement. On les connaisse, on sait qu'ils répondent tout de suite. Voilà. Très bien. Et toi, comment tu t'informes sur l'actualité juridique ? Est-ce que des avocats avec lesquels tu travailles ou justement ceux avec lesquels tu as une bonne relation, avec qui tu ne travailles pas encore Alors, il y a 2 niveaux, en effet. Il y a d'abord les lettres d'information, donc de l'Institut Art et Droit dont je parlais tout à l'heure, ou le Centre français des fonds et fondations sur les questions statutaires et fiscales. Et puis ensuite, mes propres petites recherches sur Internet. Mais il y a aussi, en effet, parfois, certains avocats à qui je sais que je peux demander alors, j'ai entendu parler de cette décision, est-ce que tu l'aurais ? Ou parfois, il y en a qui m'envoient tout simplement « Ah, Émilie, j'ai pensé que ça vous intéresserait. » qui m'envoient des infos. Donc, ça se fait de manière informelle.
Pendant un moment, la fondation a été abonnée au Juris Classeur, ce qui était quand même un peu démesuré. Ou à la revue Propriété intellectuelle aussi. Après, moi je suis la seule juriste à la fondation. Il y a eu un poste de stage qui est ouvert de temps en temps à mes côtés, mais il n'y a pas de service juridique, il n'y a pas d'équipe juridique. Donc il est difficile de justifier dans l'emploi global des ressources à la fondation, de justifier des abonnements à des bases de données juste pour moi en fait. Oui, bien sûr. Surtout que je peux me débrouiller pour demander à nos avocats aussi de faire telle ou telle recherche. Et est-ce que tu te rends à des conférences? Est-ce que tu suis des formations, des webinars, je sais pas, des choses comme ça? Oui. Alors les colloques et conférences, oui. Moi, je trouve ça très intéressant. Surtout le cocktail à la fin. Non, je plaisante, mais c'est vrai que c'est des moments de réseautage qui sont vraiment intéressants parfois. Alors, il m'est arrivé de même discuter directement d'un dossier avec un commissaire-priseur avec qui le ton était extrêmement tendu. Et puis, quand on se croise à un cocktail de fin de colloque, les choses sont quand même plus douces. Et puis on se comprend mieux. Il m'est arrivé aussi de parler à des avocats de parties adverses qui m'ont dit à la fin « Ah, c'était quand même vraiment bien qu'on se rencontre ce soir parce que je comprends mieux pourquoi vous avez telle ou telle exigence. » Et puis ça permet aussi de dire des choses qu'on ne peut pas écrire, des concessions qu'on est prêt à faire, par exemple, de manière informelle. Et ces divers événements, alors hormis l'Institut Art et Droit, tu es informé comment de tel ou tel colloque, telle ou telle conférence, cocktail, etc. C'est sur LinkedIn, tu reçois des invités dans des newsletters. LinkedIn, je trouve ça intéressant. Il y a certains avocats qui publient pas mal de choses sur LinkedIn, donc ça donne... voilà. Et puis des amis aussi, mine de rien. Moi, j'ai fait mes études à un Master 2 de droit d'auteur, et donc les amis que je tiens de ce Master 2, on a un petit réseau. Ok. Voilà, donc on se passe des informations. Tu vas au colloque, machin? Ok, très bien. Eh bien, écoute, alors, il y a des choses que je n'avais pas dites tout à l'heure. C'est dans quel type de situation on fait appel à des avocats. Donc j'ai dit une partie, par exemple le précontentieux, je le fais passer à l'avocat au moment où ça devient un petit peu trop tendu, où on voit que l'adversaire va être acharné, etc. Je m'efforce de ne pas le faire tard parce que je sais que pour un avocat c'est pénible de prendre un dossier qui a été engagé dans un style différent du sien. Donc soit je finis le dossier en fait, soit je le donne tôt. Mais sinon il y a aussi des cas où moi je suis capable de répondre en interne, je fais une note en interne et je demande en plus une note externe à un avocat qui va soit confirmer, soit enrichir, soit carrément infirmer ce que j'ai dit, parce qu'il m'est arrivé de me tromper dans mes notes internes. Et il arrive parfois qu'on ait besoin d'une note externe, en fait, de quelqu'un qui engage sa propre responsabilité personnelle sur sur le conseil qu'il nous donne. Parce que moi, je suis salariée de la fondation. Donc, quand je dis quelque chose à ma direction, quand je conseille quelque chose, je n'engage pas ma responsabilité professionnelle. Ça reste... La décision reste à ma direction. Alors que quand on reçoit la note d'un avocat, il s'engage vraiment sur les conseils qu'il nous donne et sur l'analyse qu'il produit. Donc parfois on a besoin d'une note externe pour notre conseil d'administration ou pour des partenaires externes aussi. Très bien. Donc ça c'est un cas où on fait appel à des avocats aussi. Indépendamment de tous les cas où il y a des questions trop pointues pour moi. Ok. Alors... souvent, je demande si tu as la sensation que les avocats sont assez bien formés sur les enjeux spécifiques à ton activité pour t'accompagner au mieux. Je suppose que dans ce domaine du droit d'auteur, du marché de l'art, etc., qui par définition est assez pointu, assez niche, forcément les avocats avec lesquels tu travailles sont eux-mêmes dans cette niche et du coup doivent... Oui, puis c'est un domaine de passionnés en fait. Alors peut-être il y a des... Enfin, je pense que même quand on se met à n'importe quelle branche de droit, quand on se plonge dedans, ça devient passionnant. Mais disons qu'en plus, le marché de l'art, ça correspond souvent à une ambition que les avocats avaient même dès le lycée, quoi. Ok. Mais non, il m'est jamais arrivé de me dire l'avocat n'y connaît rien. En général, quand même, il se prépare toujours avant de nous parler. Alors que, oui, parfois, vis-à-vis des magistrats, il m'est arrivé de me dire, mais
Il raconte. C'est pas du tout comme ça. Très bien. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Est-ce que tu aurais une dernière petite recommandation à faire aux avocats qui voudraient travailler peut-être dans ce milieu du marché de l'art, etc. Finalement, j'ai cru comprendre que toi, ce que tu recommandes, c'est de réseauter, de sortir, d'aller à la rencontre des personnes que l'on veut. Ça doit dépendre des milieux, mais il se trouve que dans le droit du marché de l'art, il y a quand même une activité de réseautage assez importante, des colloques, on se rencontre beaucoup, des causeries à la DAGP par exemple, qui est la Société de gestion collective des droits d'auteur dans le domaine des arts graphiques et plastiques. La DAGP organise beaucoup d'événements publics comme ça, et on se rencontre beaucoup. Je pense que c'est vraiment un moment intéressant déjà sur le fond pour échanger des idées. Et puis c'est aussi une façon très efficace de se faire des relations. Je pense que ce n'est pas du temps perdu. Très bien. Eh bien écoute Émilie, merci beaucoup pour ton intervention. Eh bien merci à toi Agathe de m'avoir invitée à le faire. Avec plaisir et puis bonne continuation à la Fondation. Merci beaucoup, bonne continuation ici à Anomia et beau succès. Merci. Et voilà pour cet épisode, merci de l'avoir écouté. Je vous invite à retrouver l'ensemble de nos contenus sur le site d'Anomia, www.anomia.fr. À bientôt!